Ne nous cachons pas, ne nous enfuyons pas la tête dans le sable. M. Ouattara, c'est un étranger imposé à la tête de la Côte d'Ivoire qui n'est pas son pays. Et voilà pourquoi ceci explique la cause de tous ces morts. Et donc, il faut aussi, lui, le chasser. Il ne pourra pas faire le quatrième mandat. Il est grand temps qu'on le chasse, lui, et ses maîtres de la France. Allons-y. Monsieur le ministre, la pluie blanche est sortie. Monsieur le secrétaire exécutif du RHDP, vous venez de rencontrer au Cap Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut savoir les questions qui ont été abordées? Merci. Je voudrais vous remercier toutes et tous d'avoir effectué le déplacement pour être témoin donc de cette rencontre que le RHDP vient d'avoir avec Cap Côte d'Ivoire. Cette rencontre est la première d'une série. Nous avons été heureux de retrouver nos frères et nos sœurs de Cap Côte d'Ivoire. Nous avons évoqué avec eux les questions qui les préoccupent, mais qui préoccupent aussi certainement beaucoup d'Ivoiriens, auxquels nous avons adjoint d'autres questions. Et nous avons décidé de nous retrouver pour aller dans le détail de ces questions à travers donc, un comité technique que nous allons mettre en place, qui va travailler à la fois sur ces questions, mais également sur un calendrier de rencontres que nous allons donc adopter. Donc, souffrez que je n'aille pas plus loin, mais vous devez vous réjouir, nous devons tous nous réjouir donc de la rencontre, parce que c'est une première, elle n'était pas du tout attendue, elle était inespérée, mais Dieu a fait en sorte qu'elle ait lieu. Nous lui disons merci. Nous partons, en tout cas pour ce qui nous concerne, RHDP, rassurés, satisfaits de l'accueil qui nous a été réservé ici, mais aussi satisfaits donc de la qualité des échanges que nous avons eus avec Madame la Présidente et l'ensemble des membres de la délégation qu'elle a conduite. Merci beaucoup. Quelques-unes des questions abordées. Les questions qui ont pu être abordées, je vous n'êtes pas quand même sans savoir que Cap Côte d'Ivoire a donc toujours évoqué un certain nombre de questions. Hein, donc il reviendra certainement à la Présidente elle-même de les évoquer tout à l'heure, mais je vous dis que nous n'avons pas fait de langue de bois. Il y a 8 préoccupations qui ont été exprimées, qui nous avaient été déjà adressées par correspondance, par courtoisie, par courtoisie pour Cap Côte d'Ivoire. Je leur laisse le soin d'exposer donc ces préoccupations. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons surtout parlé de l'état de droit, Nous avons parlé donc du respect des engagements que nous prenons tous. Pour dire juste que lorsque nous allons prendre des engagements, il faudra qu'on les respecte, de même que des engagements ont été pris, il faut qu'on les respecte, et ainsi de suite. Et donc, voilà ce que je peux vous dire. La question cruciale, c'est le dialogue politique. Est-ce qu'aujourd'hui, le RHDP, votre parti, est favorable justement à cette question? Est-ce qu'on peut dire que c'est le début du dialogue politique? Bon, je comprends que vous bouillonnez des questions, mais aujourd'hui, c'est le premier contact. Dans ce premier contact, nous avons tenu à exposer à la délégation du RHDP les questions que nous évoquons toujours et qui concernent la réforme du système électoral. Nous en avons parlé, mais nous ne sommes pas entrés en profondeur dans ces détails. Nous sommes tombés d'accord que c'est la première rencontre, que nous allons avoir d'autres rencontres et que nous allons approfondir ces questions-là. Voilà ce que je souhaiterais te dire. Merci beaucoup. Monsieur Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, qui a donné justement son avis sur cette rencontre-là. Certainement, ce qu'il dit, quand M. Affi-N'Guessan dit par exemple qu'il faut discuter avec le gouvernement, je pense que... avec le RHDP. Je pense que ça s'entend, mais en réalité, cette rencontre-là, c'est le début, ça devait être le début. Pourquoi? Parce que la plupart des personnalités que vous avez vues ont quand même une double casquette. Ce sont des personnalités du RHDP, mais ce sont aussi les membres du gouvernement. Donc, de la discussion avec le RHDP, qu'est-ce qui dit que demain, on ne passera pas à la discussion avec le gouvernement? Ou bien, à la limite, si la discussion avec le RHDP permet à l'opposition d'avoir gain de cause, c'est déjà bon. Je pense que l'objectif stratégique, ce n'est pas tant soit le gouvernement ou le RHDP, mais est-ce que l'opposition verra ses points de revendication pris en compte? Je pense que ça doit être l'objectif stratégique. Mais dire que c'est le RHDP, c'est le gouvernement, et
aussi, pour ne pas que j'oublie, le RHDP, c'est le parti majoritaire au Parlement. Donc, en cas de mesures d'amnistie, c'est le RHDP qui doit, à travers ses instances, participer au vote. Ce n'est pas le gouvernement qui va voter la loi d'amnistie. Vous conviendrez avec moi que c'est comme ça que ça doit marcher. Donc, je pense que les personnalités de CAPSI qui ont bien voulu rencontrer, accepter de rencontrer la délégation du RHDP, ont bien fait à mon sens. Et monsieur le ministre Bakongo a quand même un peu planté le décor. Il y aura un comité technique qui sera mis en place pour discuter des points. Et je pense qu'au niveau de CAPSI, il y a par exemple le cas de Charles Blé Goudé, qui n'est pas sur la liste, mais qui a toujours dit aussi que son compte est gelé. Donc, en plus d'une potentielle amnistie ou d'une grâce, il verrait peut-être son compte dégelé. Et ça sera une avancée. Mais je le dis toujours, en démocratie, il ne faut jamais faire l'économie du dialogue. Est-ce que vous pensez que quand toutes ces personnes-là sont à cette rencontre-là, vous pensez que le chef d'État ne va rien entendre de ce qui a été dit là-bas? Forcément, il va entendre. Vous considérez cela comme un dialogue politique? Je ne le considère pas forcément, mais c'est le début d'un dialogue déjà. Parce qu'au moins, pour une fois, ton message va arriver directement dans le creux de l'oreille du président. Et on te dit qu'il y aura d'autres choses. Mais je m'étonne, comme Élysée, que le PDCI et le FPI, qui crient à tue-tête au dialogue, refusent carrément de dire on va discuter avec ces personnes-là. Donc, ces personnes qui aujourd'hui, ici, représentent cette fumée-là qui va aller vers le ciel. Véritablement, il est temps qu'il y ait dans la politique ivoirienne une forme de cohérence. Il faut que chacun soit cohérent dans sa démarche. Et ça, c'est très, très important. Mais en politique, rien n'est impossible. Maintenant, quand vous revenez sur le cas du Front commun, tout à l'heure, on parlait du PDCI. Toutes les revendications du PDCI, je pense que ce sont les mêmes revendications que portent les responsables de CAPSI. Donc, je ne vois pas pourquoi le PDCI ne se joint pas aux responsables de CAPSI pour entamer la discussion. On peut l'appeler format de rencontre, on peut l'appeler cadre de discussion, mais une chose est sûre, le fait de s'entretenir, c'est déjà le dialogue, c'est déjà le début du dialogue. Le fait de prendre la décision de mettre un comité technique en place, ça veut dire que il y a des points sur lesquels on peut discuter, où chacun va faire des concessions et on va aller au bout du processus. C'est un pas vers le dialogue politique, mais on ne peut pas considérer cela comme le dialogue politique que réclame l'opposition dans son entièreté. Maintenant, l'alliance qui réunit deux formations historiques qui ont chacune un ancrage, je vais dire, territorial. Hein. On connaît le PPACI avec le leader Chikenkan Laurent Gbagbo, on connaît le PDCRDA avec ce vieux parti de Côte d'Ivoire représenté, seconde formation politique représentée au Parlement. Donc forcément, il y a quelque chose. On connaît aussi la capacité de mobilisation de ces deux formations. Donc maintenant, de tradition, moi c'est ce qui m'inquiète un peu dans leur union. De tradition, on connaît le PDCI comme un parti modéré, qui est beaucoup institutionnel, pendant que l'autre est combatif et occupe beaucoup le terrain. C'est en ce moment-là qu'on peut se dire comment est-ce que va se faire l'engrenage. Mais quand on regarde ces derniers mois, comment est-ce que le PDCRDA aussi a battu le pavé pour certaines revendications avec des marches et autres, que même le PPACI n'a pas encore pu faire, on peut comprendre qu'à un moment donné, ces deux formations-là, si elles lancent de façon commune des actions, ça peut prospérer. Toujours est-il que je me dis que les partis politiques qui disent aujourd'hui qu'ils ne sont pas, qui veulent discuter avec le gouvernement au lieu de discuter avec le parti au pouvoir, dans tous les cas, ces deux partis, par exemple, vous prenez le FPI comme l'autre parti là, le FPI, l'autre parti qui n'est pas le PDCRDA, ils n'ont pas démissionné de la CAP Côte d'Ivoire. Ça veut dire que certainement dans le travail, dans la procédure du travail au niveau de la CAPSI,
lorsqu'on a une rencontre à faire, parce que ce n'est pas seulement la seule rencontre qu'ils font, ils ont rencontré les délégations de la CEDEAO, les chefferies, les rois et chefs coutumiers, ils ne font que faire des rencontres, ils ont même des rencontres avec des institutions comme le PNUD. Oui, mais certains observateurs pourraient se poser la question, est-ce qu'ils ont priorisé la rencontre avec le Front commun que celle de la CAPCI? Oui, mais ils ont déjà l'œil là-bas, puisque d'autres membres de la CAPCI sont là-bas, ils ont déjà l'œil là-bas. Donc, leur façon de travailler, c'est tellement chacun s'inscrit pour venir à la rencontre qui lui sied. Donc, on ne peut pas... N'oublions pas que les formations, les différentes coalitions qui se créent ne viennent pas cacher le travail que chaque parti politique fait. C'est-à-dire l'autonomie de chaque parti politique. Il faut que ça soit clair. Le PDCRDA, c'est un parti politique qui a son objet, tout comme le RHDP, comme le PPACI, comme le MGC. Donc il faut reconnaître à ces formations politiques aussi leur indépendance, leur autonomie et leur non-regard sur certaines questions. Je me demande comment est-ce qu'on demande un dialogue politique en mettant la pression sur le... Bon, tu mets la pression sur le parti au pouvoir, comment? Avec quels moyens? J'aimerais bien le savoir. Ça, c'était la première des choses. Mais ce qui a attiré mon attention lors de la signature de cette alliance, c'est que on se rappelle tous que le GPS, en son temps, a dit qu'il voulait, il rejoignait le Front commun. Mais finalement, la signature a été faite sans le GPS. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le FPI de Pascal Affi-N'Guessan n'était ni au niveau de la CAPCI. Et finalement, il n'a pas été pris en compte au Front commun. On se demande où... Est-ce qu'il a voulu rentrer dans le Front commun? Est-ce que nous avons connaissance de cela? En tout cas, selon certaines indiscrétions, il était un peu au portillon. Mais bon, il n'a pas été pris, on appelle ça, en compte, ni à gauche, ni à droite. Donc c'est assez alambiqué actuellement pour Pascal Affi-N'Guessan et pour le GPS. Donc aujourd'hui, le FPI... je dis quoi? Le PDCI et le Front, le PPACI ont décidé d'aller faire Front commun pour mettre la pression. Comment ça va se faire? En tout cas, moi, je ne sais vraiment pas comment ça va se faire. Mais j'aurais véritablement voulu, mon souhait le plus ardent, c'était de voir que toute cette grande masse de l'opposition en Côte d'Ivoire puisse se mettre ensemble pour parler d'une seule voix. Mais là, je vois que pendant qu'il y a un groupe qui décide d'utiliser d'autres moyens pour aller à la discussion, parce qu'ils ont les mêmes revendications. Mais là, on voit qu'il y a plusieurs méthodes qui sont un peu bizarres pour tout le monde. Bon, j'espère bien qu'on va s'en sortir. Dans l'espace politique ivoirien, il y a des personnes qui ont décidé de faire cavalier seul ou cavalier d'autres personnes en dehors de certains de leurs amis qu'ils avaient depuis des années. Ça, on ne va pas revenir là-dessus. Le Front, moi je note juste que le Front commun signait les actes constitutifs. Quand j'ai lu ça, ça m'a ramené en arrière, peut-être 25 ans ou 30 ans peut-être en arrière, lorsqu'on avait le Front républicain. Il y a eu tout ça, les actes constitutifs. Il y a eu tout ça, les partenariats, tout ce qu'il fallait signer, ils ont signé. Le résultat du Front commun a été quoi? Le Front républicain. Boycott des élections de 1995. Boycott actif. Et puis, boycott actif des élections de 1995. Et puis la suite, les tensions, les divergences après le coup d'État de 1999 et puis la séparation. On a vu le RHDP en 2005 qui est né, qui a poussé le pion, qui est venu à une coalition, qui a pris le pouvoir. Le RD a pris le pouvoir, mais bien sûr, en RHDP avec tout le monde et tout ça. 2018, séparation. On est allé nulle part, c'est resté dans le truc. Aujourd'hui, on a le Front commun. Moi, je ne suis pas un prophète de malheur, ni non plus un prophète de bonheur. Mais je suis juste un analyste. Quand je regarde les acteurs qui n'ont pas du tout changé, qui sont les mêmes depuis ces 30 dernières années, je me demande qu'est-ce qui sera fait de nouveau, qui va nous apporter quelque chose d'autre qu'on n'a pas peut-être encore vu. On attend, l'histoire nous situera. Mais je viens à une chose. Quand je regarde les revendications, Christelle, il faut qu'on soit réaliste, il faut qu'on soit honnête. Quand on me dit qu'il faut une réforme électorale, quand on me dit qu'il faut qu'on réforme la CEI, quand on me dit qu'il faut qu'on... Bon, en fait, quand on cite tout ce chapelet, à quel moment on le fait? Quand on a l'élection le 25 octobre 2025, c'est-à-dire dans 3 mois, à quel moment on fait tout ça? On change la CEI, on réforme le système électoral, on réforme, je dis, le code électoral. À quel moment on arrive à faire tout ça? Et puis on tient le délai de 2025. Ou bien on est en train de nous dire implicitement que les élections de 2025, on ne veut pas le faire, et donc on va arriver à une transition. C'est ce qu'on est en train de nous dire implicitement ou quoi? Mais ça, excusez-moi du thème, mais je crois que la Côte d'Ivoire ne peut pas s'offrir ce luxe-là.
d'aller dans une transition en octobre 2025. Ça, c'est pas possible. Vous avez le scénario catastrophe en même temps. Oui, mais c'est mettre le pays, dans une aventure, Christelle. Ambiguement. Aller à une transition, c'est mettre le pays dans une aventure. Vous savez. On n'est pas encore là, justement. Mais c'est ce que je dis. On n'est pas là. Je suis en train de juste. Tous les pions sur la table. Voilà. Parce que moi, je me dis en 3 mois, on ne peut pas faire une réforme électorale en 3 mois. On ne peut pas changer la CEI en 3 mois. Mais pour aboutir à quoi? À quel moment on fait tout ça? Quelle voie de sortie, Élysée, au total? Non, la voie de sortie au total, c'est ce que la CAPSI nous montre. Allons-y discuter. Elle nous montre quoi? Mais allons-y discuter. Asseyons-nous à la table avec la partie en face. On discute et puis ensemble, on voit ce qui est réalisable. On voit ce qui n'est pas réalisable, parce qu'in fine, c'est de veiller à la stabilité et à la paix dans notre pays. Le Front commun demande aussi un dialogue politique. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Donc tu m'as demandé de dire, effectivement, c'est là qu'il faut arriver. Ouais. Mais la CAPSI, justement, ne se prive de rien. Elle se dit tout ce qui peut l'aider à aboutir ou à avoir un dialogue. Donc, à pouvoir se faire entendre et la chose vraiment vers laquelle elle s'oriente. Et c'est de ça qu'il s'agit, justement. On vous écoute à nouveau. Est-ce que vous pensez qu'on aura un dialogue franc commun, RHDP ou gouvernement? Votre point là-dessus? Je pense qu'à la matière, le porte-parole du gouvernement avait été clair en la matière en son temps. On ne peut pas avoir... Je pense que même quand on regarde le délai constitutionnel, regardez, prenez je pense qu'il faut prendre les revendications qui ont été établies par l'opposition. Aujourd'hui, on dissout la CEI. On fait réforme. Or, la dernière fois, tu parlais de la liste électorale. Audit de la liste électorale. Tu parlais de la CEDEAO, qui, dans l'une de ses règles, dit que à 6 mois des élections, on ne peut rien changer. On ne peut rien changer dans tout ce processus-là. Mais finalement, c'est vrai que tu te dis, ah, mais les gens vont dans la théorie du chaos. Mais tous les ingrédients qui sont en train d'être mis en place par, qu'on appelle ça, par le Front commun aujourd'hui, là, c'est à ça qu'on assiste. Parce que, à quel moment on va faire, comment on appelle ça, l'audit de la liste électorale? À quel moment est-ce qu'on va faire la réforme de la CEI? À quel moment on va faire le découpage? Comment est-ce qu'on va discuter? D'autant plus que hier, ici, j'ai déjà Amarus, qui parlait de magnanimité. Il n'est pas là, mon cher grand frère. Quand il parlait de magnanimité, je lui ai dit, en l'état actuel des choses, le président ne peut même pas utiliser, l'article 73 de la Constitution pour faire de quiconque candidat exceptionnel. Il ne peut pas, il n'a pas le droit, parce que nous ne sommes pas dans un régime d'exception. Mais je ne sais pas finalement en quelle langue il faut l'expliquer aux uns et aux autres. On reste toujours en français. Voilà, et comme on est toujours en français, et que c'est la même chose qu'on doit expliquer aux gens, donc finalement, si on doit s'en tenir à ce qu'eux ils disent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en octobre 2025, on ne doit pas faire d'élection. On doit s'asseoir, et du coup, comme il n'y a pas d'élection, on tombe dans un régime finalement où on a excédé le temps. Donc on va nous dire désormais, ok, faisons un gouvernement de transition. Non, on n'ira pas à un gouvernement de transition. Parce qu'on ne peut pas ni s'offrir ce luxe-là aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. De 2022, ça fait quand même plus de 3 ans, on pourrait dire, que l'opposition a ces revendications-là. Donc ce n'est pas à 3 mois que l'opposition commence à évoquer ces préalables. Il faudrait faire cette précision. Deuxième chose, quand on parle de régime d'exception, lorsque Laurent Gbagbo a pris effectivement la décision de faire d'un acteur politique, plusieurs acteurs politiques, des candidats, on était dans un régime d'exception. Est-ce que vous souhaitez qu'on arrive à un régime d'exception avant de prendre cette décision? Donc il faut violer la loi. S'il vous plaît, Daoud, on l'écoute. C'est la question que je pose. Parce qu'on sait d'où est-ce que c'est venu. Je demande. Non, demandez pas. On sait d'où est-ce qu'on est parti pour arriver à ce régime d'exception qui a mené Laurent Gbagbo à prendre cette décision pour faire certains. Mais est-ce qu'on souhaite qu'aujourd'hui que l'opposition en place aujourd'hui travaille à avoir ce régime d'exception? Je crois que ce n'est pas dans l'agenda, mais il ne faudrait pas, le suggérer. Pour répondre rapidement à mon cher ami Élysée, le FPI, le RDR en 1995, le Front républicain, on l'a essayé, ça n'a pas marché. Après même, le RDA a essayé avec le PDC-RDA. Qui aboutit au RHDP. On a vu que ça n'a pas marché, mais ils ont eu une victoire. Ils ont pu accéder au pouvoir en place. C'est après qu'ils se sont séparés par, selon eux, non-engagement d'une des parties. Il faut laisser essayer aussi le PDCI avec le PPACI qui est né des acteurs
qui étaient tous au FPI. Ça, cet attelage, on ne l'a pas encore essayé. Peut-être que c'est ce qui va nous emmener vers Dr Barry. un Eldorado. Par exemple, quand l'opposition parle de dissolution de la CEI, eux-mêmes, ils savent qu'en l'état des choses, ce n'est pas possible. Mais on met le point là pour mettre la pression à celui qui est en face. Aujourd'hui, par exemple, si le gouvernement décide, à travers la majorité présidentielle, de lancer une loi d'amnistie pour tout le monde, vous allez voir que beaucoup de revendications qu'ils posent aujourd'hui, ils vont les mettre sur la table et ils vont se mettre en ordre de bataille. Donc, dans un dialogue entre des acteurs politiques, on fixe toujours la barre très haute pour avoir la barre médiane. Ils ont des objectifs stratégiques. C'est la réinscription de leur leader politique sur le listing électoral. Ça, c'est l'objectif stratégique. Donc, tout ce qui tourne autour, là, c'est juste pour embellir cet objectif stratégique-là. Et c'est un calcul politique qui peut être porteur. Maintenant, à 3 mois des élections, vous avez vu que dans les partis politiques en question, il y a quand même certains leaders qui se questionnent. On ne va pas revenir sur le cas de M. Don Melo, voilà, qui dit, par exemple, qu'il faut vivre la réalité, il faut prendre en compte le contexte du moment pour adopter une autre posture. Des candidatures de précaution, disait-il. Justement. Donc, c'est pour dire que tout n'est pas statique. Eux-mêmes, au niveau de l'opposition, ils peuvent paraître un peu statiques sur des positions, mais vous verrez, quand il y aura une petite ouverture, ils vont la saisir pour essayer d'arrondir les choses. Moi, je regarde les acteurs politiques droit dans les yeux et puis je leur pose la question de savoir qu'est-ce qu'ils veulent pour ce pays. Que ce soit le pouvoir, que ce soit les partis d'opposition. C'est quoi? Ce qu'ils nous disent objectivement, qu'est-ce qu'ils veulent pour cette nation? Est-ce qu'on veut juste avoir le pouvoir pour le pouvoir ou est-ce qu'on veut justement regarder depuis 30 ans comment les populations ivoiriennes sont anxieuses, ont subi toutes ces épreuves et puis on se dit, parce que ces populations ont subi à cause de nous, on a le devoir aujourd'hui de leur donner la stabilité. Est-ce que quand on se réveille le matin, c'est des questions qu'on se pose? Est-ce que c'est des questions qu'on se pose objectivement, tant comme politique? Que doivent faire pour que ces citoyens-là vivent dans la quiétude et la paix? Est-ce qu'on se pose cette question? Moi, j'ai vraiment envie de savoir, objectivement, honnêtement, ce que les hommes politiques veulent des populations. Ou qu'est-ce qu'ils ont vraiment comme ambition pour les populations? Merci beaucoup. Parce que là, honnêtement, je dis, ce que je vois ne me rassure en rien.